Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Clubhouse, nouvelle semaine et nouveau week-end de BGL League notamment. Pour en parler, un invité de marque qu'on n'a pas toujours l'habitude d'avoir, donc on est content d'avoir un président en tous les cas, Thomas Giljeman. Salut Thomas, comment ça va ? Très bien, merci, bonjour à vous et merci beaucoup pour l'invitation, c'est grand plaisir. On va pouvoir discuter de plein de choses avec toi, notamment du progrès déjà, mais aussi de ton rôle à la Ligue. Tendai Michaud, comment ça va Tendai ? Ça va, week-end plein de surprises en BGL. Ouais. On vous remercie d'ailleurs pour le match nul, pour les surprises, pour le suspense. Avec plaisir aussi. Et puis Julien Sins, comment tu vas Julien ? Ça va très bien. Ouais. Et toi ? Ouais, ça va. T'as vu des buts toi ce week-end ? J'ai vu des buts, ouais, mais que d'un côté. Malheureusement pour Dudelange, on aura l'occasion d'y revenir. On va commencer déjà par la promotion d'honneur avec les résultats de ce week-end. Et puis un carton déjà au Stert, qu'il a emporté 6-1 face à Weiler-Latour. Rodange malheureusement qui ne prend toujours pas de points, défaite 1-0 face au leader Begen, donc Rodange toujours dernier de son championnat. J'ai noté aussi la victoire de Rumelange 3-0 face à Canard avec un doublé d'Erwan Moukam, nouvelle recrue de Rumelange de dernière minute et qui a déjà à 3 buts en 2 matchs, ce qui est plutôt pas mal au classement. Donc Begen leader, Rumelange deuxième, Auster troisième avec son carton. Et puis en fin de peloton, Weiler-Latour un seul point et puis Rodange 0 points. Rodange qui était en lutte pour monter, puis compliqué ce début de saison. Ouais, compliqué entre les résultats, un coach qui est parti, c'est pas ce qu'on attendait forcément du côté de Rodange. Je vais voir s'ils arrivent encore à retourner la situation, mais on s'attendait pas forcément à ça. Ouais. Puis tu parlais de surprise, tiens, Laurens Weiler qui l'a encore remporté 2-1 face à Bétambourg. Les promus vont plutôt pas mal en promotion d'honneur. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. En BGL League, donc on le disait, pas mal de surprises. Alors déjà la victoire de Vils, 2-0 face à Pétange avec tacle à s'appuyer sur Abrego. On aura des nouvelles je pense au courant de la semaine pour voir s'il est blessé ou non. Tiens, Mondorf, je le disais Julien, Mondorf 4-0 face à Dudelange. Qu'est-ce qui s'est passé pour nos amis dudelangeois ? Pas grand chose. Enfin, la prestation de Dudelange était assez triste à voir. En face, on a Mondorf qui a très bien géré le début de match. Hein. Ils ont marqué 2 buts en un quart d'heure. Après, assez bien aidé par la défense de Dudelange. Sur le premier but, sur un coup franc, le gardien est pas très net et puis la défense aussi est un peu aux abois. Et sur le deuxième, on a sur une contre-attaque éclair où Mondorf joue bien le coup et Dudelange est un peu statique. À partir de là, quand tu prends déjà 2 buts en 12 ou 13 minutes, c'est compliqué de réagir ensuite. Mais c'était une prestation assez apathique de Dudelange et Mondorf en face qui a fait un match plein de bout en bout, quoi. Puis Mondorf qui était un petit peu en difficulté sur ce début de saison, là, qui se donne un peu d'air, qui était je crois 13 ou 14e avant le coup. Ouais, ils avaient pu gagner depuis le 20 août je crois, enfin ils n'avaient pas gagné leurs 2 derniers matchs, donc là ils se donnent un peu d'air sur la zone rouge, je crois qu'ils sont 11e, donc ça fait du bien pour eux. Kerjen qui remporte son premier point face à la Jeunesse, enfin. C'était resté bloqué à 0 tout le début de saison, les pauvres, et là voilà, premier point avec la Jeunesse qui égalise sur péno en fin de match. Donc bon, c'est qu'ils ont quand même fait ce qu'il fallait. Monderkange, ça aussi c'est une surprise. Monderkange qui réalise un beau début de saison, qui finalement se fait surprendre par Mersch. Le Progrès, un but partout face à Rosport, on aura l'occasion d'y revenir. Le Swift qui se rassure un petit peu, victoire 2-1 face au Fola, face à un Fola qui a quand même bien défendu son beefsteak entre guillemets, mais finalement ça n'a pas suffi avec 2 buts sur coup de pied arrêté sur corner, un but en fin de match, à l'heure de jeu pour essayer de revenir dans cette partie. Ils ont poussé jusqu'au bout mais ça n'a pas suffi malheureusement. Kerjen on l'a vu, et puis Tendai, toi qui étais du côté de Strassen, tu vas pouvoir nous en parler. Strassen Differdange qui a réussi à contenir le leader, 2 buts partout. Toujours pas de défaite pour Differdange en revanche. Non, toujours pas de défaite pour Differdange, mais Strassen qui a été arraché un nul absolument mérité sur l'ensemble de la rencontre. On a vu 2 oppositions de style vraiment très différentes, avec une équipe de Strassen qui essaie de tenir le ballon et Differdange qui proposait un jeu plutôt long. On a longtemps cru que Strassen allait prendre l'avantage, mais coup sur coup, Differdange met 2 buts, arrête un penalty. Là, on se dit que c'est plié. Puis ensuite, tu as cette merveille de Pimentel et ce but dans les derniers instants sur penalty, cette fois transformé par Chala. Donc on a vu que Strassen, qui était une bonne surprise depuis le début de saison, confirme face à un gros et montre que ça va être une équipe compliquée à jouer. Je pense d'ailleurs dès la semaine prochaine pour une certaine équipe de Niederkorn. Le but je te préviens.
Merci. Le but de Pimentel, en vrai, comment c'était? Ah, c'était perturbant. Ouais. C'était impressionnant. Pied gauche, trop facile. Elle est partie de manière assez dingue. Lucas. Complètement dingue, ouais. Ouais, incroyable. Au classement, bon, Differdange toujours leader, Monderpange toujours deuxième. Strassen en revanche, donc quatrième. Le Swift qui remonte à la 7ème place. Et puis en bas, Pétange 14e. Le Fola avant-dernier. Et puis Kerjing dernier. En revanche, le Progrès avec son match nul, finalement, c'est la 3ème place. Qu'est-ce qui s'est passé alors un petit peu hier? Match nul face à Rosport, comment c'était Thomas? Ouais, je pense que c'est pas immérité pour Rosport de venir prendre un point à Niederkorn. On n'a pas mis les ingrédients suffisants pour remporter le match et on a manqué un petit peu, je pense, de maîtrise. Après, sans vouloir défendre nos coachs ou nos joueurs ou chercher d'excuses, on a une attaque en reconstruction. On a Isaba qui vient d'arriver, qui a fait une très belle entrée à Pétange, mais qui a un petit souci à l'adducteur. Donc le staff n'a pas pris de risque par rapport à lui. On a le petit Sanali qui revenait bien, qui avait joué 20 minutes avec les Comores, qui au bout de 25 minutes ressort sur blessure. On espère pour lui et pour nous que ce ne soit pas trop grave, mais on craint quand même que les ligaments soient cette fois touchés correctement. Donc ça sent pas bon, mais on va attendre les prochains diagnostics pour se prononcer officiellement. Et après, voilà, je pense qu'il faut qu'on retrouve de la solidité aussi défensive, parce que si vous voulez terminer européen ou dans les 3 premiers, il faut avoir une base défensive solide. Et là, en 6 matchs, on a pris 9 buts. C'est pas alarmant, mais c'est un petit peu trop quand même pour un prétendant aux premières places. Après, voilà, ça remet en question, ou en tout cas, ça montre une nouvelle fois l'homogénéité de cette BGL cette saison. Et peut-être que les Européens n'auront pas autant de points d'avance que les saisons précédentes, et que si on regarde les résultats complets de la journée, finalement on fait match nul contre Sport, ce qui est, on va pas dire que c'est une bonne performance pour un Progrès qui veut se qualifier pour l'Europe, c'est évident, mais finalement ce point du match nul nous met 3e mieux que l'on l'était avant le démarrage de la journée, en découvrant les résultats des autres rencontres. Donc finalement on voit que c'est compliqué pour tout le monde, même les hauts de tableau qui ont gagné leur match, c'était très, très difficile. Je crois qu'il y a eu des pénaltys ratés à Strassen, des pénaltys ratés, un pénalty raté pour le Fola également, si j'ai bien tout regardé ce week-end. Donc voilà, en tout cas, nous on n'a pas d'inquiétude aujourd'hui. On continue notre marche en avant. On perd End de Almeida affilé par rapport au projet. On les remplace, que ce soit par Sanali, Bastos, Mixture, Natami, Jarmoni, Mazur et autres. On a de la qualité, il faut maintenant trouver des automatismes, apprendre à jouer les uns avec les autres, et puis ça va fonctionner comme ça l'avait été l'an dernier dans les semaines à venir. Et la vérité, elle est au bout de la 30e journée, heureusement pour beaucoup, pas au bout de 6 journées. Après, tu en as parlé justement, donc j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet par rapport à Mercato. Donc tu dis qu'il y a une attaque en reconstruction. Moi, j'aimerais un petit peu savoir les coulisses de ces transferts, comment ça s'est fait pour Bilal End, est-ce que c'était prévu? Puis par exemple, de Almeida, ça s'est fait beaucoup plus tardivement. Ça aussi, est-ce que c'était prévu, pas prévu? J'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment ils se sont faits ces transferts-là. Même Isaba qui est revenu aussi, lui. Ça aussi, on s'y attendait pas. Comment ça se passe tout ça? C'est l'ADN du projet depuis quelques années. Je suis à ma 10e saison de dirigeant du club dans diverses fonctions qui ont finalement peu d'importance, que l'importance et l'implication qu'on y met au quotidien. Les titres, ça reste des titres quelque part, nominatifs. Et c'est l'ADN du projet. Aujourd'hui, un Progrès, il vit de ce projet-là quelque part. Et ce qu'on a mis en place, ça nous permet d'avoir ce type de joueur. Et cette qualité de joueur et de prétendre chaque année à être européen avec un budget qui n'est pas le plus conséquent de la BGL. C'est une stratégie comme une autre. Est-ce qu'elle sera copiée ou non? À voir. Est-ce qu'elle sera développée par nous? Oui. Dans l'autre sens, c'est-à-dire celle des arrivées avec des prêts. Je pense que Pétange a utilisé le système aussi dernièrement. Trouver des partenariats encore avec d'autres clubs, etc. Ça, c'est les suites du projet. Mais en tout cas, dans les projets des transferts sortants, oui, quand vous avez filé End de Almeida, un trio pour ajouter Mazur qui a beaucoup joué en 9,5 et qui a été très performant l'année dernière aussi, vous savez que ces 4 joueurs-là, vous risquez d'en perdre l'un ou l'autre. Bon, là, on en perd 3 sur 4. Un qui était calculé, prévu, anticipé, c'était Elias, puisqu'il était en prêt de Sochaux et c'était assez évident dès le départ. Et au mois de février, on savait déjà qu'il ne serait plus là l'année d'après. Bilal M, on savait qu'il y avait l'un ou l'autre contact, et Meron aussi. Et avec Meron, 3 joueurs d'ailleurs, on a des contacts quasi toutes les semaines avec eux, ce qui montre de nouveau l'affinité qu'on peut garder. Et ce qui me permet d'arriver à ta suite de questions, c'est-à-dire le retour d'Isaba. On est en contact permanent avec plus avec certains que d'autres, bien évidemment. Aujourd'hui, Marvin Martins, il est implanté, vice-capitaine de l'Austrie à Vienne.
vais pas le solliciter toutes les 3 minutes pour savoir s'il va revenir au pays. J'espère que le jour où il reviendra, s'il a 33, 34, 35, j'espère pour lui qu'il sera toujours pro et à un haut niveau. Mais si une fois il a l'idée de revenir au pays, je pense que, et administrativement, dans ce qu'on met en place avec les joueurs, et humainement, avant de parler d'administratif et de convention signée entre parties, qu'il sera tenté de nous solliciter pour finir sa carrière au Progrès, comme d'autres qui sont sortis et qui commencent à s'approcher de la trentaine. On les a vus, chaque année on fait un petit point de situation, savoir s'ils seraient intéressés pour revenir ou si c'est porte fermée pour le moment. Et Issa, il avait beaucoup d'opportunités et finalement il a choisi de se relancer au Progrès, puisqu'il a quand même été embêté un petit peu par les blessures à Venezia. Et c'est tout bénéfice pour nous, parce qu'on récupère une première licence, ce qui ne court pas les rues, de grande qualité, avec une très bonne mentalité, une grande motivation de repartir en pro. Et ce qui veut dire pour nous en positif, quant à l'ambition de repartir en pro, si les stades vont avec et les performances, ça veut dire que le Progrès va performer avec Issa en remplacement quelque part numérique de Mereux. Tu as parlé de Sochaux, qu'est-ce que ça change pour vous, ce qui se passe à Sochaux en ce moment dans votre fonctionnement? Est-ce que vous allez peut-être aussi vous diriger, je pense que c'est prévu aussi, vers d'autres clubs, d'autres partenariats aussi? Qu'est-ce qu'on peut déjà savoir à ce sujet-là? Oui, tout à fait. Où le Progrès veut pousser aujourd'hui, c'est d'avoir des partenariats officiels qui ne ferment pas la porte à d'autres éventualités. On l'a vu, on a pris maintenant Yanis Léry qui arrive en destination de l'AS Saint-Etienne en prêt, avec qui le transfert s'est très bien passé par une relation d'agent qu'on avait déjà. Le garçon, il a fait une rentrée plutôt intéressante hier, il a 20 ans, il faut lui laisser un peu de temps, il a fait quelques différences. Je pense que c'est un garçon qui va beaucoup nous apporter. Aujourd'hui, Sochaux, c'est notre partenaire officiel qui était en Ligue 2, qui est descendu en National, qui a eu les problèmes que tout le monde connaît. Nous, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. On va se remettre à table avec les nouveaux dirigeants, c'est ça qui change. Mais pour l'instant, dans la consistance et la structure du club, on a affaire aux mêmes personnes qu'avant, qui sont des personnes de qualité, je tiens à le souligner, qui font du bon boulot. Et nous, ça ne remet pas en cause. Ça change un petit peu la donne. On est avec un club de national. Donc nous, l'idée, ce serait plutôt de signer encore officiellement avec un club de Ligue 2, voire un de Ligue 1. Toujours à moins de 4 heures de distance pour garder une cohérence. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas le Progrès de faire Florent Bonheur-Tabastia. Voilà. Après, les opportunités, on les prend comme elles sont. On ne peut pas se permettre et on ne veut pas fermer la porte à d'autres clubs ou possibilités. Mais c'est vrai qu'avoir des partenariats officiels, ça va beaucoup plus loin. Et c'est ça qui m'intéresse et qui intéresse les dirigeants de notre club et notre club en général. C'est voilà, il peut y avoir nos entraîneurs qui vont se former dans ces clubs partenaires auprès de U15, U16, U17, U18, U19 nationaux de ces clubs-là, qui sont pour l'instant à un autre niveau que le Luxembourg en jeunes. On a une participation à leurs tournois avec nos jeunes, une participation à nos tournois de leurs équipes de jeunes qui sont quand même renommées aux nôtres. Enfin, il y a plein en fait de multiplicité de collaborations simples et efficaces à mettre en place entre les deux clubs. Et à terme, espérer qu'un des joueurs sorte directement du Progrès pour aller dans un de ces clubs s'imposer comme titulaire. Je crois que c'est plus de l'ordre de l'imaginaire aujourd'hui. Quelqu'un qui fait une grosse saison, il peut sortir maintenant en pro et quelque part réussir à s'imposer. On le voit avec Florian, on l'a vu avant avec Marvin, les frères Thiel, etc. Donc voilà, 16 transferts depuis 2018 pour le Progrès. Il y en a un ou l'autre qui sont revenus, tant mieux pour nous quelque part, en espérant qu'ils repartent. Et puis les autres, ils performent. Donc voilà, que ce soit le Progrès, Dudelange, Espérange ou d'autres équipes qui ont amené des jeunes ou des moins jeunes en pro. On voit aujourd'hui que quand on sort du Luxembourg, on est armé. On est prêt physiquement, mentalement et tactiquement, je pense, à s'imposer ailleurs. Et c'est facile en tant que club luxembourgeois d'approcher ces clubs professionnels. Tu parles de Ligue 2, voire de Ligue 1. Et tu disais que dans l'imaginaire, ça avait changé ces dernières saisons. Est-ce que c'est devenu plus facile d'approcher des clubs professionnels pour établir des partenariats? Plus facile, il n'y a jamais rien de simple parce que établir le contact, c'est une première chose. Après, savoir tenir un partenariat de ce type-là officiel, je ne parle pas d'un prêt d'un joueur de Saint-Etienne ou autre qui est un prêt unique, finalement, je parle de global et de projet. Voilà, tous les mois, minimum, on envoie les statistiques du joueur, on envoie ses données GPS, on envoie ses prises de poids masse grasse, on envoie un vidéomontage de ses performances défensives, offensives, ça va dépendre du poste dans lequel il se trouve. Donc ça amène quand même à avoir une certaine structure derrière qui est capable d'emmagasiner tout ça et d'envoyer les informations au club pro qui suit fondamentalement ses joueurs et leurs joueurs, soit pour les récupérer, soit pour qu'ils fassent un an de plus chez nous, soit pour qu'ils soient transférés, comme c'est le cas d'Elias, sur un club autre, depuis leur club d'origine. Mais voilà, l'idée quand ils viennent, c'est de franchir des paliers. Nous, on est très intéressés par cela. Et voilà, il y a une manne financière aussi qui
qui est derrière, où le club prêteur prend la plupart du temps une partie au moins du salaire en charge, ce qui n'est pas inintéressant pour un fonctionnement budgétaire d'un club comme le Progrès. La plus grosse difficulté pour conclure cette question-là, c'est plutôt de sortir des joueurs. On en a 16 qui sont sortis, mais alors pour réussir à les sortir entre leurs agents, leurs performances et nous, qui ne sommes pas trop mal, on est quand même... c'est compliqué parce que l'image du pays, elle tend à évoluer, mais ça se fait très lentement. Ouais. Pour être honnête, il y a certains championnats qui nous négligent encore un petit peu trop à mon goût, surtout quand dans une certaine logique, vous voyez Van de Kerkhoff-Bastia et finalement 2,5 millions Bastia-Metz. Ouais. C'est à 50 km du Luxembourg. Donc je trouve que il ne faut plus nous négliger. Je pense que le top 3 des joueurs sur la saison au pays peut sortir sur une Ligue 2 à l'étranger. Voire une Ligue 1 si c'est des championnats moins huppés, comme la Croatie ou autre. Mais sur des gros championnats comme l'Allemagne, la France par exemple, qu'on peut citer, Portugal, Italie, je pense que le minimum d'une D2 est possible pour le top 3, comme des Ryan Philippe qui sont partis à Brunswick, Florent Bonheur qui est sorti l'an dernier, Toby Alagbe qui allait en D1 grec de nouveau. Voilà, je crois que les clubs frontaliers devraient s'intéresser un petit peu à notre championnat. Ils ne feraient pas de faute à recruter, le top 3, on va dire, des meilleurs joueurs chaque saison. Ouais. Et là, dans les exemples que tu as donnés, tu as donné plusieurs pays, mais ce qu'on remarque, c'est quand même jusqu'à maintenant que les partenariats qui se sont faits ou qui semblent proches de se faire, ça va avec la France. Est-ce qu'il y a une raison particulière derrière ça? Est-ce que c'est plus facile de les approcher? Est-ce que la formation à la française est quelque chose qui vous plaît plus? Qu'est-ce qui explique que jusqu'à présent, la majorité de ces choses soient faites du côté de la France? Déjà, nos origines. On est français à la base, donc on a des contacts plus faciles sur la France et un relationnel, forcément, une communication plus facile, même si je me débrouille pas trop mal en anglais, c'est quand même ma langue maternelle reste le français. Après, non, on avait au départ du projet, il y a 4 ans, l'idée de faire un partenariat avec une D2 française, une D2, voire une D1 belge de bas de tableau qui est consistante, idem aux Pays-Bas, voire en Allemagne. Donc on a enclenché des discussions avec plusieurs clubs. Et il y a une vraie lenteur administrative et de volonté. On a ressenti, peut-être on se trompe, peut-être pas, une vraie lenteur. Et voilà, on est un projet step by step, le Progrès depuis 10 ans, mais on a aussi envie d'avancer, d'accélérer un petit peu les choses. Et on ne peut pas se permettre d'attendre 5 ans à chaque fois avant qu'il y ait un partenariat qui se déclenche. En France, on a affaire, que ce soit au Stade de Reims, qu'on a eu au téléphone, à Amiens, à Sochaux, avec lequel on collabore, qui est une vue que notre championnat il vaut bien du national minimum et que aujourd'hui leur équipe réserve, elles sont la plupart du temps par choix stratégique de faire jouer que des jeunes en N3, même pas en N2, les réserves pro la plupart. Donc de dire ok, le garçon il a fait une saison à N3, il faut qu'il passe un step. Progrès par exemple, c'est très intéressant et on voit si vraiment il explose au Progrès, on se penche sur la question de l'intégrer en pro l'année d'après dans notre club. Et comme je le disais tout à l'heure, oui, il prolonge comme Alex Guetguet encore d'un an au Progrès parce que lui comme nous on a considéré qu'il avait besoin de passer encore certains caps ensemble pour voir où ça va l'amener en fin de saison. J'espère pour lui le plus haut possible. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit à la fin, ok, si ça marche pas sur Belgique, Pays-Bas, Allemagne ou que ça prend trop de temps, pourquoi pas prendre une Ligue 1, Ligue 2 nationale. On aura les 3 échelons du football professionnel français à disposition et ça ouvrira encore plus de portes à nos joueurs, à nos agents, à notre projet pour transférer ces garçons-là. Et je le répète, et je profite de votre émission pour le dire, sans ce projet, on n'a pas cette équipe-là. On ne va pas jouer Midtjylland en Coupe d'Europe et on n'est pas dans les 3 premiers. Le Progrès végéterait en milieu de tableau de BGL. Il faut être très clair et très précis. Alors c'est soit on veut ces garçons sur du court terme, moyen terme, en les aidant, ce qui est quand même beau pour nous et le football luxembourgeois, à repartir plus haut, soit on ne les a pas du tout, et alors on a des joueurs d'une qualité moindre que ceux qu'on a. Et alors après, il faut assumer les conséquences sportives d'avoir un classement aussi moins positif que celui qu'on a actuellement, quitte à ce que notre effectif actuel ne nous garantit pas de terminer dans le top 3. Mais il amène quand même plus de garanties qu'avoir un effectif de plus bas niveau, ça c'est certain. On va fermer la parenthèse Progrès, on va un petit peu parler de ton rôle qui est plus large, celui à la Ligue. Donc tu m'arrêtes si je me trompe, donc l'intitulé exact c'est chargé de marketing et de communication auprès de la Ligue, c'est ça? Alors, pas exactement. Ouais, voilà, c'est J'ai bien fait de poser la question. De nouveau, voilà, les titres et les fonctions, c'est pas important. Compliqué. Non, on a discuté avec Karine Reuter, qui est la présidente de la LFL, et plusieurs autres dirigeants, dont Fabrizio Bey et Luc, etc., et Christian Strasser, que je vais pas tous les citer, sinon je vais citer 16 clubs maintenant, ou même plus, parce qu'il y en a encore de la promotion. Mais l'idée, c'était de commencer à créer des groupes de travail avec une fonction définie à chacun, à plusieurs
personne. D'ailleurs, Fabrizio Bey est dans le même groupe de travail que moi, donc on est en relation, ce qui montre encore une fois que bien sûr que j'ai envie de le battre au derby, mais quelque part que les relations sont bonnes parce qu'elles sont dans la même vue de faire avancer ce football luxembourgeois. Et lui, comme moi et d'autres, on est conscient que pour le faire avancer, on doit continuer à améliorer les structures et le fonctionnement de nos clubs respectifs, mais on doit surtout se mettre tous ensemble pour que toute la Ligue et le football luxembourgeois en règle générale avancent. Et c'est de là que sont partis les groupes de travail. Et nous, on s'occupe notamment de la communication, du marketing et notamment, du coup, on m'a demandé de reprendre la fonction qu'avait très bien assumée avant moi Gérard Jaitz de Rumelange. Et on m'a demandé de reprendre l'organisation de la planification des matchs. Et aujourd'hui, c'est quoi exactement le rôle de la Ligue ? Est-ce que c'est la saison, on avait plus l'impression que c'était une sorte de syndicat. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? C'est quoi vraiment le rôle ? On veut faire évoluer ce rôle-là. Je pense que pour le faire évoluer, il faut qu'on se structure davantage nous-mêmes en tant que ligue, qu'on soit une ligue forte, qui a des moyens, une structuration claire, un fonctionnement clair et des objectifs et des possibilités. En fait, reprendre ce qu'on fait dans nos clubs et le mettre dans une ligue d'une manière plus globale, avec toujours une ligne de mire et des objectifs à atteindre au fur et à mesure du temps, ce qui était peut-être moins le cas. C'était une très bonne idée, je pense, de créer cette LFL. Moi, j'en fais partie finalement depuis un an et quelques semaines maintenant, puisqu'avant moi, c'était Fabio qui était président, qui allait à ces réunions-là. Et aujourd'hui, je vois un engouement, je vois quand même que les présidents veulent faire avancer les choses, les différents présidents. Et moi, j'essaie dans mon rôle d'amener ce que je peux, ou ce que je sais, ou ce que je connais, pour qu'on puisse avancer un petit peu plus vite, en tout cas dans les domaines que je représente. À la prochaine réunion qui devrait avoir lieu dans les prochains jours, prochaines semaines, on va définir, je pense, la date, Karine va la définir. On va se réunir et parler intelligemment de la planification des matchs, des prochaines steps marketing, mais aussi des autres groupes de travail. Il y en a qui sont très importants, qui sont sur les statuts de la fédération, etc. Donc, voilà, je ne suis pas seul, il y a beaucoup de présidents là, qui sont moteurs et qui veulent faire avancer les choses. Et je crois que c'est dans la bonne direction. Après, c'est comme pour la planification des matchs, il ne faut pas s'attendre non plus à des changements la semaine d'après où on met les choses en place. Il faut en discuter un petit peu. Précisément sur la planification des matchs, maintenant qu'on va arriver à la 7e journée, alors là, cette 7e journée, elle va être la plus belle en termes de planification, parce qu'on a quoi, 4 plages horaires, si je ne me trompe pas, parce que une le vendredi, 2 le samedi, grosso modo, et une le dimanche. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de beau. Quel bilan, toi, tu dresses jusqu'à présent de tous ces mouvements ? Est-ce que tu es satisfait ? Est-ce que tu trouves que ça va pas assez vite ? Est-ce que tu penses que tout le monde joue le jeu ? C'est quoi ton ressenti jusqu'à présent ? C'est une bonne question. Mon ressenti aujourd'hui, je pourrais vous le donner une fois qu'on a fait la réunion LFL, parce que depuis la dernière, on a mis en route en fait cette planification et moi j'ai fait quelques propositions de planning, d'horaire, etc. Aujourd'hui, on voit que ça bouge, pas forcément plus qu'avant. Je vous donne aussi les raisons de l'avancement de la journée de samedi de beaucoup de matchs. C'est pas forcément, nous on joue aussi samedi à 18h30 contre Strassen parce qu'on joue mercredi en championnat de nouveau. Donc chacun qui a voulu gagner un jour de récup a mis son match samedi. Donc aujourd'hui on n'est pas vraiment dans une volonté de planification pour répartir les plages horaires et les jours de match. On est plutôt dans un choix sportif pour certains clubs de se dire on a un jour de récup en plus. Nous, mercredi, en plus, on se déplace à Vils le mercredi suivant. Donc on a le trajet finalement le plus long sur un mercredi soir en semaine et on connaît les conséquences que ça peut avoir. On partait mardi du coup. En avion. En avion d'ailleurs, on a affrété un jet, là c'est bien. Non, plus sérieusement, voilà. Et puis dimanche d'après, il y a la coupe pour tout le monde. Donc c'est plutôt ça. Satisfait, oui, parce que j'ai des présidents qui m'ont contacté, me dire écoute Thomas, la plage du samedi soir, on serait prêt à la prendre à domicile si l'adversaire est d'accord. Voilà, on avance doucement. Après, je pense qu'à la prochaine réunion, il faudra vraiment qu'on fasse un tour de table tous ensemble et qu'on regarde, parce que je comprends les problématiques, je le suis aussi. Les problématiques sportives, un coach qui ne veut pas jouer décalé lundi, vendredi, samedi, problématiques de bénévoles, où on ne peut pas assumer un match d'une bonne manière si on le décale ailleurs qu'un dimanche. Peut-être ces clubs-là le décaler en plage horaire le dimanche. Voilà, essayer de faire des choses plus anticipées dans 3-4 journées, essayer de discuter ensemble, de se dire ok, si tu joues à 17h, alors moi je fais du 19h30, est-ce que ça va pour tout le monde? Comme ça on peut permettre aux gens de voir deux matchs, aux journalistes, à la télé, etc. Mais il faut qu'on en discute à la Ligue, parce que je n'ai pas non plus les problématiques de chaque président dans son club respectif et de chaque direction, et ça je pense que ce sera l'étape suivante. Et après l'idée, ce serait en été, en hiver, on ne peut pas faire la même chose. Voilà, moi je ne vais pas faire jouer mon équipe à 20h un samedi soir en décembre. À un moment, il faut rester logique. Est-ce que là, on n'a pas une idée d'avancer une plage horaire pour en avoir au moins deux
voire peut-être 3 si on s'y prend assez tôt dans l'après-midi, voir ce que ça peut donner, avec un coup d'envoi à 13h, je ne sais pas, 15h30, 17h30, 18h, à voir. Il faut qu'on en discute à la Ligue. Moi j'ai fait un panel de propositions pour l'instant, sachant les complications qu'il y aurait pour lundi, vendredi et autres, je le savais dès le départ. Je connais mon club aussi et les problématiques, mais c'était vraiment pour lancer la machine ces premières semaines. Maintenant, comme je l'ai dit, prochaine réunion à LFL, je pense que ce sera à ce moment-là qu'on peut se mettre à table. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je pense qu'à un moment donné, il faut un gros partenaire d'RTL, de la Ligue, ou de la Ligue qui se retranscrit sur RTL. Et tant que, parce que dans les autres pays, comment ça fonctionne, c'est les droits télé qui te disent Progrès, toi tu joues dimanche à 20h et c'est comme ça. Ouais, c'est le Et si diffuseur. tu veux discuter, ben, l'argent qu'on te donne, on ne te le donne plus. Tu as un contrat signé, tu joues quand on te le dit. C'est un petit peu la particularité du Luxembourg, c'est que RTL ne finance pas vraiment, on ne le sait pas trop, mais comment ça se passe justement au point de vue financier? Qu'est-ce que RTL redistribue au club? Est-ce que les clubs touchent vraiment quelque chose? Non, pour le moment, on ne touche pas de fonds de la part par rapport à la retransmission des rencontres. Ce qu'il y a de positif, c'est que ça nous amène sur des plateformes comme Instat ou Wisecout, ou maintenant Huddle qui a repris les deux, quelque part qui a fait disparaître Instat. Donc on a des statistiques en direct. Pour le recrutement et les transferts, c'est plus positif pour les clubs qui fonctionnent correctement. Ils sont en train RTL de mettre une plateforme qui s'appelle Tool qui va permettre à nos coachs de servir techniquement des images, enfin de pouvoir s'en servir, qu'elles soient prédécoupées par l'intelligence artificielle et de les réutiliser. Donc ça peut faire gagner aussi beaucoup de temps et d'optimisation à nos divers staffs et analyses vidéo. Ça c'est bien aussi. Ils ont mis tout le matériel en place, ce qui fait qu'en mettant ce matériel en place, il y a eu des frais, des coûts. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une situation, la semaine dernière, on avait encore réunion avec eux et on cherche des solutions ensemble. Parce qu'on a signé qu'1 an de contrat. Et en fin de saison, il va falloir rediscuter le tout. La quasi-totalité, pour ne pas dire tous mes confrères et moi-même, on est positif au fait que ce soit RTL, média luxembourgeois implanté au Luxembourg, qui fasse ce travail-là. Mais il faut qu'on bosse tous ensemble parce que aujourd'hui, la conjoncture économique luxembourgeoise, immobilière, parce qu'il y a quand même beaucoup de dirigeants de clubs dont je fais partie qui sont dans l'immobilier, ne fonctionne plus comme elle fonctionnait les années précédentes. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et il faut rapidement activer d'autres leviers financiers pour... je l'espère pas en tout cas, ne pas se voir dans une situation très compliquée au niveau du football dans les prochains mois ou années parce que les fonds disponibles ne seront plus ce qu'ils étaient auparavant. Et je pense que la retransmission des matchs peut faire partie et peut éventuellement attirer un partenaire unique pour toute la Ligue et RTL qui pourrait se joindre par exemple à la BGL pour qu'on ait un financement, même s'il est minimal au départ. Voilà, en tout cas, il faut travailler. Je pense que si ça fonctionne pas, mais on aura eu le mérite d'essayer. Voilà, je dis toujours, si on fait rien, alors on n'aura rien, ça c'est une certitude. Maintenant, si on fait quelque chose, est-ce qu'on va aboutir, on verra. Mais en tout cas, je pense que le flux et la direction est plutôt positive. Et tu as parlé à juste titre de la crise immobilière. Est-ce que tu penses que cette crise immobilière, en l'état, peut vraiment remettre en cause la pérennité financière de tout le système de BGL League? Est-ce qu'on ne voit pas précisément les limites de ce système en BGL League qui, une crise extérieure au foot, peut faire tout chanceler C'est de nouveau une bonne question. Je n'ai pas une boule de magie maintenant. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Après, je vais parler pour ma paroisse. Le fonctionnement des autres clubs, je les connais qu'en partie. Donc, c'est aux concernés de répondre à cette question. Moi, je vais en parler pour le Progrès aujourd'hui. Et le Progrès aujourd'hui, il fonctionne par plusieurs pôles. Il fonctionne par ses entrées au match. On a un gros développement actuellement du marketing, des ventes de maillots, des ventes d'équipements avec un partenaire qu'on a créé. On a les transferts, bien évidemment. On a l'Europe, mais qui reste une incertitude totale, un peu comme les transferts. Est-ce qu'on va vendre cette année? On ne va pas vendre. On va avoir un bilan positif ou non au niveau de la balance financière. Nos partenaires, qui représentent quand même la majeure partie. Et après nous, et puis notamment Fabio Marocchi qui est plus président mais qui reste actionnaire du club encore et qui donne des très gros coups de main, et il faut le souligner, en coulisses au Progrès, sans lequel on ne pourrait peut-être pas non plus avoir ce niveau d'exigence actuellement encore. Donc j'en profite aussi pour le remercier par rapport à ça et son amour pour le club. Il est là depuis plus longtemps que moi, hein, donc voilà, c'est peu dire, ça fait quand même 18 ans que je suis au club maintenant, cette année. Mais la pérennité totale, non. Pour répondre à la question, avoir des leviers supplémentaires quand il y a besoin d'injecter un peu de fonds, actuellement, oui. Ça pose une problématique à ce niveau-là. Donc il faut essayer de ne pas se retrouver activer les autres leviers pour ne pas se retrouver dans cette situation à devoir, nous, activer d'autres choses. Mais c'est impactant. C'est impactant pour chaque habitant résident luxembourgeois actuellement, qui est en taux variable ou autre. Il ne faut pas minimiser la crise actuelle qui n'est pas compliquée, qui est pour moi presque catastrophique dans
dans l'analyse. Donc on verra où on sera dans quelques semaines, quelques mois. L'avenir nous le dira. Est-ce que tu penses que ça peut impacter considérablement, par exemple, la venue de joueurs de l'extérieur et devoir peut-être essentiellement miser sur des joueurs locaux, la formation, ou alors que des frontaliers? On le développe aussi. On a une académie, je parle de nouveau pour le progrès, c'est dur pour moi de parler d'autres clubs dans ce contexte-là. On a une académie qui fonctionne très bien avec une personne comme Sam Scholler qui est entouré par d'autres, qui fait un excellent travail depuis 5 ans. On est en train de remonter toutes nos équipes en première division. On n'a pas encore l'occasion de le voir, mais le petit Diego Ribeiro, 16 ans, qui a signé son premier contrat au progrès, ça faisait des années qu'on n'en avait pas, parce qu'on part du principe que si c'est juste pour signer, dire on a un jeune en A et puis c'est bien. Alors non, le projet il n'est pas basé là-dessus et sur du folklore, il est basé sur du concret. Et le concret, c'est ce qu'un jeune a le niveau pour intégrer notre équipe Fagnon. On s'en rapproche. Nos 19 font des performances de qualité, nos 17 aussi, nos 15, notre foot à 11. Ça évolue, pas que au progrès, dans d'autres clubs aussi, parce qu'on rencontre les meilleurs clubs du pays et on voit qu'il y a une belle évolution. Mais après, la BGL League aussi a fortement évolué par rapport à mon époque. Par exemple, il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'était beaucoup plus facile d'intégrer un jeune aussi, puisque le niveau de la BGL était moins haut. Quand vous jouez top 3, top 5 BGL, pour prendre la place dans le 11, même dans le 18 maintenant, s'il n'y a pas d'absent pour blessure ou autre, faut déjà être costaud et sortir de 19 avec un certain bagage et être prêt à concurrencer des joueurs comme au pécule que vous connaissez derrière. Donc, le développement de la formation, ça fait partie des idées mises en place, notamment au progrès. Et après, comme je le disais, on a plusieurs pôles aussi qu'on a actuellement, ou les dernières années, mis en place à Niederkorn pour arriver à cette pérennité financière. Après, je ne pense pas que ce soit un frein. Forcément, si tu as un logement à mettre à disposition, un financier ou un véhicule ou autre, c'est un package intéressant pour un joueur. Maintenant, si tu n'as qu'un véhicule à mettre à disposition via un partenaire, parce que le salaire est pris en charge, c'est encore un autre questionnement. Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui je vois que les garçons, ils viennent pas forcément pour l'argent, ils gardent leur contrat qu'ils avaient en pro par exemple, donc ils demandent pas autre chose que ce qu'ils avaient, et puis ils viennent jouer. Donc un frein, non. Je pense que tant que le pays et le football luxembourgeois continuera à permettre à des garçons de venir, de se servir comme tremplin du club et du pays pour repartir plus haut, je pense que le modèle fonctionnera. Ce sera le mot de la fin. Je pense c'est bien, c'était intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. On a pu évoquer pas mal de choses. Donc c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler des difficultés, des problématiques de la Ligue et toutes ces choses-là. Et puis des particularités aussi d'être président et de tout ce que ça entraîne. Quant à nous, on vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce vendredi avec l'apéro du Clubhouse. Thomas, tu ne seras pas là, malheureusement. Je ne sais pas. L'apéro, je vois que je ne suis pas présent. Et puis, on te souhaite une bonne continuation pour la suite de cette saison. Merci. On verra ce que ça donne. Et puis, quant à vous, on vous souhaite une bonne journée. Puis, on vous dit à vendredi. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.